parle souvent de l'héritage de Rome en termes de droit, de langue, etc. Mais l'héritage de Rome est peut-être beaucoup plus profond que ça, et il touche à des zones que les historiens n'explorent pas forcément. Par exemple, la question de la sexualité. Elle pose déjà à l'histoire de Rome, par exemple aussi, la question de la violence politique. Et comment une société, en fait, à quel moment la violence devient légitime dans l'ordre politique, en quelque sorte. Donc c'était ces questions qui sont rarement abordées, qui m'ont intéressé dans cet ouvrage, et je l'ai étudié sous la forme de 11 études. L'idée de base, en fait, c'était de partir d'une œuvre d'art qui était emblématique, qui reprenait des thèmes antiques, et d'explorer autour de cette œuvre d'art un certain nombre de thématiques, en fait, qui permettent au lecteur de traverser toute l'histoire antique. Finalement, Spartacus, qui est un personnage qui nous échappe, hein, très largement, c'est une personnalité qu'il est très difficile de retrouver au travers des textes, c'est une personnalité qui est mythifiée par les textes, et notamment par Plutarque, hein, qui le présente en quelque sorte comme l'archétype du grec contre le romain, hein. Donc il y a toute une construction antique. Ce personnage a été finalement repris dans la mémoire collective, transformé progressivement à partir du XVIIIe siècle. Voltaire en fait le héros de la liberté, c'est l'un des personnages préférés de Karl Marx, qui en fait un vrai représentant, il dit que c'est un vrai représentant du prolétariat. Il va aussi être repris par les totalitarismes, hein. Staline va en faire, le symbole de son régime totalitaire, et progressivement, avec la déstalinisation, Spartacus va être rejeté. L'héritage de Spartacus va être rejeté. Et au même moment, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, la légende de Spartacus se construit sur le terreau du film, naturellement, de Kubrick, et du roman de Howard Fast, qui donne une image extrêmement démocrate du personnage. On a un peu oublié l'empereur Héliogabale, qui a été une superstar à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui a incarné ces despotes, se livrant à tous les excès. Il est une espèce de Caligula puissance 2, en quelque sorte. Et le personnage a été oublié, et ça me paraissait intéressant de revenir sur l'incroyable postérité de ce personnage, surtout à la fin du 19e siècle, où il incarne véritablement, il entre en écho avec la psyché de la fin du 19e siècle, avec le spleen baudelairien, et il devient une superstar à l'occasion. On le retrouve dans les premiers films, les cinémas primitifs, on le retrouve dans des tableaux, naturellement. C'est un tableau d'Alma Tadema, d'ailleurs, Les Roses d'Héliogabale, qui me sert à introduire le propos de ce chapitre. On le retrouve aussi à l'opéra, dans la musique. C'est vraiment une superstar. Ça m'intéressait de revenir sur ces personnages un peu oubliés et de les replacer et de montrer à quel point ils avaient finalement contribué à quelque chose de notre perception actuelle de l'Antiquité. Et il y a un thème qui traverse vraiment tout l'ouvrage, c'est celui de la prétendue décadence et la prétendue chute du monde romain. Effectivement, j'essaie de développer cette idée, me semble-t-il, qui me paraît intéressante, c'est que finalement, dans l'héritage antique, il y a quelque chose, dans l'héritage romain, il y a quelque chose dont on a hérité qui est vraiment très très clair, c'est une sorte de pessimisme foncier. Les Romains ont l'impression d'être systématiquement en décadence, alors que l'Empire s'étend comme il ne s'est jamais étendu. Au IIe siècle, Tacite écrit finalement que l'Empire est en déréliction. On a le sentiment constamment chevillé encore que c'était mieux avant. Et ça, je pense que c'est vraiment un héritage très très durable dans notre société qui vient directement de Rome. Alors il y a bien sûr le thème de la décadence qui est omniprésent, qui traverse la littérature, les arts, et il y a aussi le thème de la chute de Rome, hein, finalement, qui est un événement historique, si on s'y intéresse vraiment, qui a des contours très indistincts. Quand chute Rome, réellement? Bien difficile à dire, hein. Certains le diront au XVe siècle, d'autres au Ve siècle, d'autres à d'autres moments encore. C'est très très difficile à dire. Mais par contre, il y a une véritable obsession contemporaine de la chute de Rome, dans laquelle les sociétés en général vont projeter leurs angoisses en réalité, les angoisses du temps présent. On n'étudie pas la chute de Rome, ce phénomène historique incertain pour ce qu'elle est, on l'étudie pour ce qu'elle reflète finalement des angoisses de notre société.